Donc, je te laisse la parole. Parfait, merci Céline. Puis tu me dis juste ça, tu veux que je change les diapos. OK, c'est parfait. Merci pour l'occasion d'être là, de partager avec vous. Bon matin pour certains, bon après-midi pour d'autres. Puis, je suis content d'avoir l'occasion de parler un peu des activités qui vraiment ont un focus sur la naturalisation des cours d'école. Comme Céline a mentionné, ça fait plusieurs années que j'aide aux élèves à ramener des coins naturels sur leur cours d'école, que ce soit par des stratégies d'arrêt de tonte de gazon à des actions un peu plus concrètes comme la plantation d'arbres. Et puis, sous-jacent ou une thématique qu'on a souvent abordée, c'était au sujet des changements climatiques. Et puis, on va faire de l'éducation sur l'action climatique en bout de ligne. Puis, je voyais, pour moi, j'avais compris le lien entre la plantation d'un arbre, quelle sorte d'impact que ça a en termes de lutte contre les changements climatiques. Puis, pour les élèves, ce n'est pas toujours évident. J'ai décidé un petit peu de retourner à la base, dans le sens que c'est important de comprendre une problématique, puis d'explorer les solutions reliées à cette problématique-là pour que les jeunes soient motivés d'agir, justement. Puis il y a le comment dans tout ça qui est important. Fait qu'on je vais passer un petit quiz. On va se lancer en science pour juste quelques moments. Alors, et c'est un peu comme ceci que j'ai commencé les interventions au changement climatique avec les élèves. Alors, sur la prochaine diapositive, on va voir si Céline, tu peux avancer la présentation, s'il te plaît. On va voir un graphique qui est peut-être très connu. Puis, j'ai voulu revenir à la base de c'est quoi la source de problème, c'est quoi la problématique en termes de changement climatique. Puis, on parle souvent de gaz à effet de serre et le réchauffement, et puis l'impact qu'on a sur notre atmosphère. Là, ici, ce qu'on voit, c'est un diagramme qui explique rapidement l'énergie qui se fait absorber par la Terre. Une partie de cette énergie-là est rejetée vers l'espace, mais une partie qui est captée par la Terre. Puis c'est grâce à notre atmosphère que cette chaleur-là est captée. Sans ça, il n'y aurait pas de lieu à vivre, comme on comprend. Et les gaz à effet de serre sont c'est les motivateurs, c'est le moteur qui fait que la chaleur est retenue. Alors, il y a un certain nombre de gaz à effet de serre. De fait, il y en a 3 principaux. Je vous laisse songer à ça un peu. S'il y en a qui connaissent au moins un des 3 principaux gaz à effet de serre, sentez-vous libre de l'ajouter dans le chat, dans le clavardage. Puis, je vais vous montrer 3 dans 2 petites secondes. Mais ce qui se passe, c'est un débalancement dans notre atmosphère, alors, en termes de gaz à effet de serre. Et puis, c'est une surproduction de carbone. Alors, il y a du carbone, du CO2, merci Michaela, qui se fait produire, du méthane. Et on peut compter, on peut calculer, on peut mesurer le montant des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Alors, Céline, si on avance juste d'un clic, s'il te plaît, on devrait voir. Alors, on a 3 sources majeures. La vapeur d'eau, de fait, est celle en termes de quantité qui est le plus important. Dioxyde de carbone, bien sûr. Le méthane, un autre important. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre les gaz à effet de serre? Ben, c'est justement ici. C'est comme ouais, c'est bon, Céline, ton timing était parfait, là. On parle de la problématique, puis l'imbalance ou le ratio qui se fait affecter par le montant de dioxyde de carbone qui est relâché dans l'atmosphère. Plusieurs problématiques autour de ça, plusieurs sources, évidemment, de gaz à effet de serre et de CO2. Une, c'est les voitures et tout ce qui est industrie ou tout ce qui est transport. Alors, si on pense au transport. L'autre bord de l'équation, c'est l'absorption du CO2, le stockage de carbone, d'où vient l'intérêt de planter nos arbres. Donc, on peut calculer
avec assez de précision le montant de CO2 qu'on a dans l'atmosphère à un temps donné. Même on peut retourner dans l'histoire, évidemment, pour le compter aussi. Comme on peut estimer le montant de CO2 qui est absorbé. Plusieurs différents calculateurs, c'est sûr qu'il y a des désaccords en termes de quel est le plus précis. Mais l'idée, c'est qu'on peut connaître ces choses ici, on peut les comprendre, puis on peut les mesurer. Puis dans un contexte scolaire où l'évaluation, la prise de mesure est importante, ça devient intéressant pour les étudiants, pour les enseignants. Puis ça devient une façon de démystifier un peu. Alors ici, on voit qu'un jeune arbre en croissance a la capacité d'absorber jusqu'à 10 kg de CO2 par année. Comme je dis, on va trouver différents chiffres dépendant de ce qu'on a nos sources. Puis un véhicule va relâcher environ 4600 kg de CO2 par année. Alors, si on fait un autre clic, je vais vous poser une petite question. Combien d'arbres doit-on planter pour absorber le montant CO2 produit? On ne le voit pas peut-être à cause de la barre de Zoom. Mais combien d'arbres doit-on planter pour absorber le montant de CO2 produit par un véhicule sur un an? Donc là, je demande de faire une mathématique simple. Et si on va à la prochaine diapositive, je vois une réponse de Tim. Super. Même avant que la réponse soit mise sur l'écran. Fait que ça prend 460 arbres pour absorber le CO2 produit par un véhicule pendant un an. Et le plus que l'arbre grandit, mais le plus de CO2 va être absorbé. Fait que pourquoi est-ce que c'est intéressant, ça? Ben, ça nous donne peut-être un objectif. Fait que si, comme classe de 6e année, on a décidé qu'on aimerait avoir un impact quand ça vient au changement climatique, puis on va prendre ça une voiture à la fois, une année à la fois. Fait qu'on aurait besoin de planter 460 arbres pour absorber ce montant-là. Donc, ça nous donne un objectif. Puis, dans cette année ici, on n'a pas tout à fait atteint notre objectif avec une école, mais par 4 écoles, on l'a atteint. Alors, c'était centaines d'arbres par école. Ces arbres sont mis en pépinière, alors vont grandir là dans les jardins comme on les voit là, et seront transplantés dans un endroit plus permanent dans 2 ou 3 ans plus tard. Donc, il y a toute une question d'intendance qui est intéressante. Ça fait qu'on a compris un peu mieux la problématique. On a vu qu'il y a quand même des solutions qu'on peut aborder, que ce soit réduire le gaz à effet de serre par nos voyages et capturer le carbone par la plantation d'arbres. Puis, cette connaissance-là, cette reconnaissance des solutions ont mené à une volonté un peu plus accrue de la part des élèves de vouloir planter des arbres. Là, c'est jamais difficile de convaincre une classe d'aller à l'extérieur. Alors, c'est une façon de plus, si vous voulez, de mettre contexte aux actions qui ont été prises, puis aussi un contexte d'apprentissage. Puis peut-être une dernière diapositive avant que je passe la parole au prochain intervenant. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des bienfaits, évidemment, autres que juste le captage de CO2. On parle en termes de raisons pratiques, si vous voulez, sur une cour d'école. Alors, des arbres vont éventuellement produire de l'ombre, qui vont dire qu'on diminuera la consommation d'énergie de notre école. Agir comme brise-vent, là aussi, aurait les mêmes effets. Offrir de l'ombre sur une journée qui est chaude, par exemple. Ça a aussi mené à des discussions, encore avec les élèves de la 6e année, sur aller au-delà des 100 arbres qui ont été plantés ou des 460 en total. C'est de commencer à regarder autour de nous pour comprendre combien de voitures est-ce qu'il y a dans le stationnement à l'école. Une 50aine de voitures. Alors, est-ce qu'éventuellement, on aimerait augmenter nos objectifs pour voir comment est-ce qu'on fait pour capter le CO2 pour réduire ces émissions-là ou pour minimiser les émissions. Puis est-ce qu'on commence à penser à d'autres choses? Est-ce qu'on peut réduire le nombre de véhicules? Est-ce qu'on peut changer notre mode de transport? Alors, cette compréhension un petit peu mieux du problème a mené à une action, puis aussi qui mène à une discussion qui devient un peu en s'en venant vers l'idée des élèves, des jeunes comme éco-citoyens, justement. Je pense, pour l'instant, je vais laisser à ça, puis on peut revenir sur certaines des exemples et des activités lors de notre discussion.
Merci beaucoup, Serge. Merci. Donc, vraiment un exemple de comment on peut même intégrer ce genre d'activité-là à des objectifs pédagogiques qu'on a dans les écoles, puis de vraiment le faire vivre à travers le curriculum. Donc maintenant, je vais passer la parole à Michèle Thibault. Michèle, elle a longtemps travaillé, mais travaille encore avec le programme de labo créatif, avec notamment le programme de Natural Maker, et qui tout récemment a fait le saut vers les études doctorales en sciences de l'éducation à l'Université de Moncton, et donc qui continue à explorer ces questions-là de pédagogie consciente du lieu. Et Michèle, je vais juste t'amener à ta diapo, puis je vais te laisser la parole. Donc voilà, c'est à toi. Est-ce que tu m'entends, Céline? Oui, je t'entends bien. Hey, sais-tu quoi? Moi, je n'ai pas tout entendu. Mon Internet a coupé. Ben, fais-moi un gros signe si mon Internet coupe, OK? Okay, je te voyais parler, mais je ne sais pas ce que tu as dit, mais je pense que tu m'as présenté. Je t'ai présenté, oui. Parfait, merci beaucoup. Toutes sortes de niaiseries. Je te fais confiance. Bonjour, mon nom est Michèle, puis je crois que Céline vous a dit, je débute un doctorat avec Céline. Je suis enseignante de formation, j'ai enseigné en Ontario, je suis originaire d'ici au Nouveau-Brunswick, puis ça fait plusieurs années que je travaille avec différents organismes environnementaux pour promouvoir des espaces naturels, promouvoir l'école à l'extérieur de l'édifice. Alors, l'école dans la communauté, l'école dans le sentier, à côté de l'école. Alors, tout ce qui est dans une perspective de décolonisation de l'éducation. Alors, lorsqu'on est à l'extérieur de l'édifice, lorsqu'on est sur la terre, sur le territoire, bien, on est déjà dans un espace plus ouvert, plus inclusif. D'ailleurs, moi, je vous parle présentement, je suis en territoire Wolastoqiyik. Puis, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est le lien entre les actions posées pour lutter contre les changements climatiques, l'éco-citoyenneté, puis la connexion émotive à la terre. Alors, attends, je me mets mon petit timer ici là, parce que je ne vais pas parler trop longtemps. Alors, je suis en début de recherche. Il y a beaucoup de recherches qui ont déjà été faites sur les bienfaits des pédagogies conscientes du lieu ou land-based ou place-based pedagogy. Mais je commence avec cette citation-là parce que je trouve qu'elle entame bien la discussion dans ce cas-ci. When kids learn to love nature, I think they are better equipped to face those issues like climate change and those looming threats that can be so intimidating. When they start at a place of hope and wonder and love, I think that it will help in the long run. Puis ça, c'est une citation de Rachel Delaney du projet du David Suzuki Foundation. Puis, ce que Serge fait, pour moi, c'est ça, puisque les grands penseurs se rencontrent dehors, great minds think outside. Ce que tous ces organismes-là font, c'est qu'ils sont les personnes qui bâtissent une connexion avec les élèves, avec les enseignants, puis qui leur donnent ce sentiment-là, qui les apportent dehors, puis qui leur donnent ce sentiment-là de connexion à l'espace autour de leur école. Alors, on espère qu'ils vont retourner par eux-mêmes. On peut changer de diapositive. Oui, parfait. Puis, dans le fond, ici, je veux passer très rapidement, mais dans le fond, de nos jours et depuis longtemps, on ne peut plus assumer que les gens, spécialement les enfants, passent du temps de qualité à l'extérieur. Les enfants sont à l'intérieur, on les sent en sécurité. Depuis la pandémie, c'est encore le montant est plus élevé. Oui, il y a des belles initiatives qui se font à l'extérieur dans les écoles, mais l'enseignement en ligne est une réalité. Un enfant, avant la pandémie, un enfant de 11-12 ans passait en moyenne 8 heures par jour devant un écran, comparativement à quelques minutes, une douzaine de minutes
en temps libre à l'extérieur. Puis ça, c'est une moyenne, puis c'était avant la pandémie. Alors, on ne peut plus assumer que les enfants passent du temps à l'extérieur. Puis, Richard Louv, qui a écrit le livre Last Child in the Wood, il parle de Nature Deficit Disorder. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on soit conscient de ceci. Il affirme que tout le monde, en particulier les enfants, on passe plus de temps à l'intérieur, ce qui nous fait sentir éloignés de la nature, puis peut-être plus vulnérables aux humeurs négatives ou à la capacité d'attention réduite. Puis Susan Greenfield, qui est une neuroscientiste, elle affirme aussi que qu'est-ce qu'on doit décider présentement, là, tout de suite, c'est dans quel genre de société est-ce qu'on veut vivre dans quel genre de monde qu'on veut vivre. Alors, comme éducateur, comme organisme, comme parent, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. On peut changer de diapositive. Céline, merci. On parle de From I Know to I Care. Fait que la connexion intime significative avec le monde naturel, puis l'immersion complète que permet les pédagogies conscientes de la Terre. Puis j'ai vu récemment à l'Université des Premières Nations du Canada, on traduit Land-Based Learning ou Land-Based Pedagogy par pédagogie ancrée dans le territoire. J'aime beaucoup cette définition-là, cette traduction-là aussi. Ça l'aide à développer un sens de heart knowledge, fait qu'un sens de connaissance du cœur qui aide les enfants à parcourir le paysage, puis ça, c'est au sens littéral et figuré, en passant de I know, ce que Serge nous disait, I know the land around my school, je connais les éléments naturels, je connais la nature autour ou la communauté autour de mon école, autour de ma maison, alors I care. Fait que je veux en prendre soin. Puis aider les enfants à se reconnaître comme une partie importante d'un ensemble plus vaste. On fait partie de cette nature-là. On n'est pas à l'extérieur, on se sent à l'extérieur, mais on en fait partie. Bien, quand on reconnaît ça, on les encourage à développer une éthique de soin envers eux-mêmes, les autres et le monde vivant. On parle d'empathie, on parle de citoyenneté, puis on parle d'éco-citoyenneté là-dedans. C'est comme vraiment... c'est la même chose, c'est dans la même sphère. On peut changer de diapositive. J'ai déjà 5 minutes. Hein. Ensuite, From I Care to Intrinsic Powerful Actions. Alors ici, j'aimerais juste mettre la puce à l'oreille. Comment envisager des actions pour lutter contre les changements climatiques sans assurer cette connexion émotive à la Terre? Fait qu'il y a cette école-là, l'école de Maple Ridge Environmental School in BC, puis il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites 10 ans passés, dans les derniers 10 ans, par Simon Fraser University, justement. Eux, ces enfants-là, c'est une école publique, c'est la seule école publique au Canada qui n'a pas de bâtiment. Ils sont complètement dans des espaces communautaires, en nature, immersion complète. Ils ont le même programme d'études que les autres enfants des écoles publiques. Alors, ils apprennent dehors. C'est prouvé, c'est documenté. Toutefois, ces enfants-là ont une connexion directe et c'est leurs espaces. Ils en prennent soin, c'est intrinsèque. Leurs actions ont forgé ou leur temps à l'extérieur forge qui ils sont. Puis je ne sais pas, Céline, si on a le temps, c'est 1 minute et demie. C'est la petite vidéo, c'est vraiment juste le trailer du grand documentaire Found in the Forest qui a été réalisé 10 ans passés sur cette école-là. Le documentaire est 2 heures, vaut la peine d'être écouté, mais c'est vraiment seulement 1 minute et demie. J'aimerais ça qu'on ait la chance de l'écouter. Oui, Michel, je pense que je vais avoir de la difficulté à faire la connexion entre les deux. Okay. Ça fait qu'on va inviter les gens à aller cliquer sur le lien après. Parfait. Puis, en cliquant sur le lien, là, allez... Merci. Ouais. Puis écoutez, comme si ça vous intéresse, écoutez le documentaire complet. Là. Ça, c'est vraiment juste 2 minutes. On peut changer de diapositive alors. Tant mieux, là, ça aurait été trop long, mon affaire.
ensuite, je fais le lien avec Care, Hope, Connection, puis Eco-Citizenship. Fait que les enfants comme les adultes qui les entourent, on a besoin de se réconcilier avec la Terre. Jacques Cousteau, il y a une citation de Jacques Cousteau que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise régulièrement. On protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Puis à différents endroits, il dit aussi on aime avec ce avec quoi on a connecté. Alors, il utilise ces termes-là. Puis là, c'est vraiment une série de questions. Moi, ça débute mon questionnement doctoral. Et si le temps passé à apprendre dans et par la nature était directement lié au développement de valeurs et d'attitudes éco-citoyennes intrinsèques, si les actions les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques, pour protéger cette terre qui est léguée de nos ancêtres, mais empruntée à nos enfants, étaient aussi les plus simples, mais les plus ancrées. Puis, est-ce que nous sommes des modèles d'éco-citoyens connectés avec le monde naturel pour nos enfants, nos élèves? Puis ça ici, je vais juste un petit peu plus loin, mais parce que est-ce qu'on peut enseigner les changements climatiques, l'écologie, l'éco-citoyenneté lorsque nous, on vit de consommation, on échange nos pailles de plastique pour celles de papier, mais on continue à manger des repas rapides. On achète des nouveaux produits écolo, mais en jetant nos vieux produits, la conscience tranquille. On fait des beaux projets environnementaux en utilisant du matériel du magasin du dollar, puis on fait ça avec nos élèves. On construit des grandes classes extérieures. Alors, on reproduit notre confort intérieur à l'extérieur plutôt que d'utiliser ce qui est là. Alors, on se crée des nouveaux besoins au rythme des publicités. Alors, j'aimerais qu'on prenne conscience, nous, est-ce que nous, on est des éco-citoyens? Est-ce qu'on est des modèles pour nos élèves? Puis, la prochaine diapositive, il m'en reste juste deux, là, je les passe vraiment rapidement. En plus de mon projet doctoral, ça fait 2 ans que je travaille avec l'organisme Labo Créatif, puis on a publicité le terme, ou on a créé le terme maker naturel, parce que Labo Créatif travaille beaucoup avec la pédagogie maker. L'enfant doit toucher, doit fabriquer pour apprendre, mais on passait complètement à côté de tous ces beaux éléments, les loose parts naturels, les pièces détachées naturelles, puis tout ce que la nature a à nous apporter. Alors, le continuum est vraiment, we have it in English too on the website, là, we have it in French and English. Puis ça passe vraiment de l'importance de créer une connexion émotive en explorant un espace naturel près de l'école, ce que Serge fait exactement, et d'autres organismes. Ensuite, on fabrique avec la nature, on fabrique en nature, on fabrique ensuite pour la nature, puis on développe cette envie-là d'éco-citoyenneté, de s'engager, de devenir entrepreneur, leader écologique et social. Alors, ce continuum-là, c'est ce qu'on fait, ça représente un peu ce qui mène, selon moi, à l'éco-citoyenneté engagée. Puis, dernière diapositive. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on s'en parle davantage de ce continuum-là, vous pouvez m'écrire. On s'écrit, puis je vais vous en parler, ça me fait plaisir. Puis j'ai juste ajouté ce dernier petit message-là. C'est un livre que je lis souvent, il me donne juste espoir. From what is to what if. Puis la citation, c'est « Unleashing the power of imagination to create the future we want ». Puis d'ailleurs, à Maple Ridge, on parle de Place-Based Imaginative Ecological School. Alors, c'est ce pouvoir de l'imagination-là qui nous permet de sortir de nos normalités, qui causent les changements climatiques, qui causent ces effets néfastes-là sur notre santé puis la santé de notre planète, mais c'est de se remettre dans ce concept-là que tout est possible. Puis ça, c'est inné chez l'enfant. L'enfant, avant de commencer l'école, pose des millions de questions. Le rôle de l'école puis de la pédagogie consciente du lieu, c'est vraiment de cultiver cette imagination-là, ce pouvoir-là que les enfants ont pour qu'ils deviennent des éco-citoyens, puis qui changent le monde, qui changent notre façon de voir notre rapport à la planète. C'est tout, c'est ça. Merci beaucoup, Michel. Donc, tu nous as vraiment bien mis le tapis pour la prochaine
intervention. So it's really my pleasure to have Meya Gislasson with us today. So Meya is first of all a friend of mine, but she is also one of the co-leads of the ECHO network and responsible of the First Nation Health Authority British Columbia regional case for the ECHO network. And Meya is a professor at Simon Fraser University in the Faculty of Health Science, and she specializes in equity and social equity and global health. So Meya, thank you for being here, and the floor is yours. Oh, thank you, Celine. Thank you so much. And thank you for listening to my presentation in English. I'm very grateful to you all. So merci, Celine and Serge and Michelle. I want to talk to you today about thinking about mental health and children and youth in the context of climate change, and some of the ways in which education can play a role in improving children's mental health, as well as other interventions. And so maybe the next slide, please, Celine. So as Celine said, I am here coming from the other coast, and I want to acknowledge that I'm an uninvited guest and settler on the traditional territories of the Klahoust, Tla'amin, and Hamalko people. So I'm coming to you actually from a very small and remote island called Cortes Island as we speak together, and it feels like we're wrapping our arms around our Canadian context. So thank you for having me here. The next slide, please, Celine. Thank you. So in a way, Serge and Michelle have talked about some of the answers, actually some of the solutions to some of the problems that I've been encountering. And so in a way, you've already had a sneak peek on really good practices that protect children's physical, but also their mental health. And I realized I had been working on climate change for a long time, but I hadn't appreciated the mental health dimension and the impacts to children and youth's mental health until my daughter came home from school one day in grade 5 and showed me a picture like this. And one side was a picture of the Earth in that year, and it was green and okay. And then the other side was 2050, and it was just this desecrated, burning Earth. And she asked, how old will I be when in 2050? Because that's when I'm going to die from climate change. And I thought, oh no, we're not teaching children very well about climate change. It's creating a whole set of issues that we're going to have to deal with. And generally our messaging about climate change through science and society media is not setting us up for tackling this very complex issue in a good way. Next slide, please. I also really realized that that children today, the children that we're teaching to plant trees and be connected to nature, are kind of indigenous to the climate crisis. They will never have lived at a time without the climate crisis impacting their psychological landscape, but also their communities, and presenting to them a range of issues that are significant and cascading and deepening pre-existing inequities and environmental challenges. And so it also brought to my thinking this idea that children are key participants in an interconnected web of rights and responsibilities, and that this in a way is one way that it binds us together as humanity, and puts us together in the task of endeavoring to offer mutual care. And I've respected Celine's work and Serge's work, and I'm excited about Michelle's work, because this is work that is happening in this place of mutual responsibility and care. Next slide, please. As Celine said, I also work a lot around Indigenous health
And we know that the mental and physical and spiritual impacts of the climate crisis on Indigenous youth are particularly profound because of a deep cultural and personal and family and community link of well-being to the land and waters. And so when we're trying to work on issues of decolonization and truth and reconciliation, we have to really take into account the impacts of the climate crisis on Indigenous young people and communities. Next slide, please. And also generally, the mental health challenges is being articulated by young people who are calling for climate justice, who are saying a lot about what they need and how it's impacting their lives and how it's changing their sense of future and their sense of whether they want to go to school for post-secondary education, whether they want to have children, what they think is even worthwhile investing in, and so on in terms of their own life course. And so these are very important issues for the adults in the room to be responding to. And we've, as I said, seen some great examples of that. Next slide, please. The other thing we know about the mental health as well as the physical health impacts of climate change on youth is that they happen in different ways across the life course, beginning in utero, in infancy. And then when we get into childhood and adolescence, we see a shift from physiological impacts very much to the mental health impacts of climate change. And so that's why it's so profound to be working in these school settings and so on climate change. Next slide, please. We also know that, you know, where children are at in their lives, in the context and environments they're in, is a great place to be focusing on positive trauma-informed mental health informed interventions. And so across the life course, we can see that they're, you know, working in the context of preschools or schools, working in university context are really important areas to focus our intervention. Next slide, please. And so in our work on mental health, we really take this whole of person, whole of community, whole of life, and whole of planet approach, and feel that that kind of approach promotes well-being in the context of people's own lives and communities. And Serge and Michelle were really demonstrating ways in which making that happen. And last slide, please. I think I'll leave it here and pass it back to you, Celine. But as we've seen examples already today, but taking action through playing a meaningful role in the face of adversity can also offer psychological protection by helping children to feel more in control, more hopeful, and more resilient. So we see the co-benefits of action that are good for learning, but also for mental health. So Celine, I'll pause here and pass it back to you. Thank you, Maya. I have unmuted myself, I think. Yes. Good. So thank you for those three wonderful interventions. Time flies, so we have 15 minutes left. And I think what I am going to do is open it up to questions from the audience. And I do have a list of questions if there are no questions from the audience. Est-ce qu'il y a des questions? Ça peut être en français ou en anglais. Maya comprend bien le français. Vous pouvez mettre des questions dans le chat ou lever la main puis la poser directement. C'était pourtant très inspirant. Donc, je vais vous poser une question. Parce que dans les trois présentations, on voit bien l'importance de ce lien-là qui passe par l'éducation, par l'interaction qu'il y a aussi avec le monde adulte. J'ai le goût de vous poser la question, qu'est-ce qu'est le rôle
de notre intergenerational accountability dans tout ceci. J'ai écrit la question en anglais, ça fait que je vais vous la lire en anglais. Vous répondez dans la langue de votre choix. In dealing with climate change, we need to consider intergenerational accountability and justice. So how do intergenerational considerations help us envision the future? And how can we amplify youth voices in that context? So, est-ce quelqu'un qui veut se lancer en premier? Maybe, can I jump in? Yes, absolutely. I love intergenerational accountability and justice. I think this framework helps us do so many things at the same time. So the idea is that, and it comes also from legal and moral scholarship, that we have this need to think about what are our responsibilities for future generations? What do we need to preserve today in order to allow future generations to have the same quality of life and opportunities and access to well-being that we have today? And so then it gets us thinking about what are our values and what do we need to be working on. And so it brings us into kind of moral citizenship, which I think is really important. The other thing about intergenerational justice is it connects us, I think, very profoundly to the wisdom and teaching of Indigenous people who have it very much, for example, Mi'kmaq teaching, which talk about 7 generations. So needing to think about the choices and decisions that have been made before us and setting things up so that we are taking care of many, many generations to come. And so that kind of thinking is a decolonizing kind of thinking, because it takes us away from our 5-year political cycles. It challenges what's important, moving away from, neoliberal economic, money bottom line priorities, and looks at life and well-being and planetary sustainability as important. So, and the other thing is that youth are calling for action. Greta Thunberg has accused the cops of and politicians generally of talking about the politics of blah, blah, blah. So lots of good words and no action. And intergenerational justice brings us all into account in the political and community-based level, and it makes us have to come to the table, I think, finally bringing many people's voices, not just people who are in the middle of their careers and have power, but the voices of youth and the voices of elders into our conversations, our planning, our priority setting around the kind of world we're creating today. So it brings a lot of different voices into that imagination space that need to be there. And that is also a decolonizing thing when we bring whole families and whole communities to the table to talk about the issues and to take action on them. So that's my first thoughts on that question. Thank you, Maya. Michel, j'ai presque le goût de t'envoyer la balle. Tu as parlé de justice intergénérationnelle dans ta présentation quand tu nous rappelles qu'en tant qu'adulte puis éducateur, c'est important de aussi faire le modèle de l'éco-citoyen, de l'être réellement. Et je ne sais pas si tu peux l'apprendre là ou ailleurs. Là. Mais en fait, ce que Maya a expliqué, c'est formidable. Oui, ben, en fait, dans le cadre de mon rôle avec Labo Créatif, c'est ce qu'on essaie de promouvoir. Oui, on parle d'enseignement à l'extérieur, mais tout ce qui est le concept de maker naturel, là, c'est vraiment dans la personne, puis c'est vraiment l'éco-citoyen, l'éco-citoyenneté engagée. Alors, quel modèle, qui on est, nous, comme éducateurs? Puis, je pose toujours la question, la première question que je pose, c'est pourquoi tu veux enseigner dehors? Quand on donne des formations, là, comme l'éducateur, pourquoi est-ce qu'on veut emporter nos élèves dehors? Puis, si c'est
pour qu'ils prennent de l'air, puis on sait, mais là, on peut faire des classes extérieures, puis tout ça, mais si intrinsèquement, on est conscient de notre mode de consommation, on est conscient de toutes les actions qu'on pose au quotidien, puis qui sont pas durables. On le sait, puis là, on réduit une petite action à la fois, plutôt que de re-questionner complètement comment on voit notre citoyenneté, en fait, puis nos écoles. Fait que ça viendrait ensemble. Puis ce que Maya elle a expliqué à propos des décideurs, puis qu'il faut laisser la place aux jeunes, puis aux aînés aussi, bien, puis j'ajouterais à ça à une multitude de valeurs. Alors, comme on est un pays multiculturel, il y a tout l'aspect des Premières Nations qui sont là, qui ont quelque chose à apporter. Il y a les diversités de genre. Alors, il y a tout ça, comme dans le cadre des décisions qui se prennent. Les femmes sont encore sous-représentées. Tu sais, dans le processus décisionnel, est-ce que tout le monde est représenté? Puis, c'est ça. Oui. Michel. Serge, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, sûrement. Puis ça, évidemment, moi, je vais revenir à prendre ça peut-être une étape à la fois, un pas à la fois. Le lien intergénérationnel, puis même le lien pas trop loin, là, grands-parents et grands-enfants. Il y a un manque d'occasion de partage de connaissances à ce niveau-là. On fait une activité où on comprend un peu avec les élèves. On prend une marche exploratoire de la cour d'école. On va voir comment les décisions qu'on a prises ont un impact sur la qualité de l'eau et sur notre santé. Puis beaucoup des décisions ou des discussions sont sur un peu des faits accomplis, puis sans nécessairement, à premier regard, questionner. Par exemple, de rencontrer là où l'accès à notre eau potable. C'est un puits qui a été creusé. Puis alors, on commence à se poser des questions, mais comment ça se fait? Qui est-ce qui a décidé que ça devrait avoir lieu là? Quelle décision qu'on doit prendre pour protéger maintenant cette eau qui est sous nos pieds? Puis quel rôle ont les élèves dans ça? Déjà, le rôle de questionnement devient vraiment important. Mieux comprendre comment leur communauté s'est développée. Puis il y a une place comme Cocagne où il y a un historique de plusieurs générations de familles qui sont encore là, une génération de produits coloniales. C'est leur vécu encore de jour à jour. Alors, il y a le lien historique, c'est super intéressant à aller explorer, puis évidemment pour l'avenir. Alors, comment est-ce que, en comprenant les décisions qu'on a prises, les actions qu'on a prises, les impacts que ces actions-là ont, comment est-ce qu'on crée un environnement plus juste, plus équitable pour prendre des décisions à l'avenir. Cet exemple intéressant est le conseil de la communauté rurale de Cocagne qui veut créer un comité de jeunes. Ce serait un genre de comité ad hoc faisant partie du conseil municipal qui serait consulté sur des décisions qui ont un impact sur leur communauté. Alors, c'est des questions de comment former, qui devrait faire partie de ça. On tombe souvent dans les réglementations, mais au moins il y a une ouverture, au moins il y a une reconnaissance. Puis là, je pense que ce serait vraiment intéressant que ça devienne quasiment un comité intergénérationnel, peut-être. Créer cette occasion-là d'apprendre de nos grands-parents, puis de prendre des décisions où ensemble, on a une vision un peu plus concrète de l'avenir. J'ai hâte d'avoir le rendez-vous de cette première rencontre-là. Merci beaucoup. Ça a vraiment suscité plein de questions, autant dans le chat que je vois des mains levées. Il nous reste 3 minutes. Je vais prendre une question avec des réponses courtes pour qu'on puisse conclure. Andrew, I saw your hand raised first, so you have... Hi, I think that's me. So my question more focuses around on like what I'll say is the other side of the coin, right? So we have like pre-adults, put them 16 through 21-year-olds, right? Who
like none of us really are representing that age group. And when I talk about something like an NFT or something to do with blockchain or something to even do with, Bitcoin, which are massive environmental things, like NFTs are energy hogs on a scale that we're just beginning to understand. Those are the language of sort of 16, 17, 18, 19, 20-year-olds. Like that's where they're seeing their future. And I think it's really important we also take a long, hard look at those things, because you talk to an average person who may be an 18-year-old who does understand the impact of climate change and all of that, but there's a massive disconnect between that and the production of an NFT or things and the goods line. And that's always kind of something I think is left out of this conversation, is we're missing huge social cues as part of who they are and their language. I'm in my mid-30s. I can't talk to an 18-year-old and know what they're talking about half the time. And until we get our heads wrapped around that we need to engage with them in a way that they understand, I think it's going to still come to like a lot of more deaf ears, right? Young kids are really easy because they're super focused and the teacher will guide them through a bunch of things. Adults, we've kind of made our path to some degree, but if we don't catch those kids and be like, yeah, NFTs are cool and Ape Monkey is great, but we don't know and how to calculate that impact in the environment, like that's the future, right? Like Twitch is the thing. And like, that's the, one thing I think we have to really consider hard when talking about this kind of stuff. That was just sort of insight and thought as, a late 30-year-old. Thank you, Andrew. So yeah, that very important age group of the teenagers, I do have one at home, so I relate. So I don't know if one of you wants to go first to react to that. YPAR, Youth Participatory Action Research. That's my short answer. We have a lot of youth advisory groups because of that. And we're bringing youth into making policy processes. So they also need to think about, tangible solutions to the problems. And yeah, but well said, very big problem. Opportunity too. Yeah. Serge ou Michel, avez-vous quelque chose à ajouter? Merci, Michel. Non? Vas-y. Peut-être juste rapidement, il y a un mouvement dans les écoles secondaires à ouvrir le programme d'apprentissage selon projet, par exemple. Ça devient des investigations qui sont intéressantes, pas seulement le produit final. Donc, c'est peut-être une pensée critique qu'on doit développer avant même qu'ils se rendent à 16, de 16 à 21. Oui, merci Serge. Michel, as-tu quelque chose à ajouter? Ça va? De ma perspective, je pars à l'enfance. De ma perspective, on ne veut pas qu'ils perdent leur questionnement, puis on veut que cette connexion-là reste. Alors, oui, on pourrait en parler davantage puis, au programme au secondaire, mais je pense que si on peut se rendre là, que ce soit intrinsèque de l'enfance à l'âge adulte, je pense qu'on a trouvé la solution. Oui, ben merci beaucoup à vous trois. Je retiens de cette dernière échange-là que ce qu'il faut, c'est d'avoir les jeunes intégrés à nos processus dès qu'ils sont tout petits jusqu'à ce qu'ils soient des adultes et après. Donc, on veut avoir une société engagée finalement. Donc, merci à vous trois pour vos belles interventions et je redonne la parole à Sadia pour la suite du programme. Merci Céline.